Docker Compose, qu'est-ce que c'est? Je te montre ça tout de suite. Sudo Docker Compose. Hop, on fait entrer. Et là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de lancer Home Assistant, je viens de lancer AdGuard Home, FreeGate, MQTT, 0 Tier 1, Zigbee to MQTT et ZWave.js. Tout ça avec une seule ligne de commande. Et ça, c'est tout simplement magique. Donc, dans cette vidéo, tu l'auras compris, on va regarder ensemble comment fonctionne Docker Compose, qu'est-ce que c'est. On va voir toutes les bases, on va voir tout de A à Z de Docker Compose. Et à la fin, tu pourras faire ton propre Docker Compose sans problème. Allez, on attaque tout de suite après l'intro, le départ de Docker Compose. Donc voilà à quoi ressemble un Docker Compose. Je vais vous faire un truc assez simple pour que vous compreniez quand même les bases. Un Docker Compose, ça va être un fichier texte où on va déclarer plusieurs choses. On va déclarer nos différents conteneurs qu'on souhaite, donc nos différentes applications. Et on va également déclarer des volumes. Donc c'est là où on va stocker les données. Ça va être pratique pour pas les perdre. Parce que si vous ne déclarez pas de volume, vous allez perdre toutes vos données dès que vous allez recréer le conteneur ou vous allez modifier votre Docker Compose. Donc ça c'est très important. Il faut faire des volumes, sinon on va perdre des données. Donc là dans cet exemple, je vous ai mis un serveur web, tout simple, un site internet. Donc on va avoir un serveur web et une base de données. Donc c'est juste pour vous expliquer comme quoi ça a du sens de faire comme ça. Donc tout d'abord on va déclarer ici un service. Donc ça va être la liste des conteneurs. Ensuite on va avoir ici, donc ça c'est deux parties, une partie pour le site internet et une partie pour la base de données. Et on va ici déclarer le nom. Donc ça c'est le nom du conteneur. Et on va également spécifier l'image. Donc comme on avait vu dans la vidéo de Docker, on va choisir l'image Nginx qui est un serveur web et ici Postgre qui est une base de données. Ensuite, on va devoir déclarer les ports sur lesquels ça va communiquer. Donc là, on est sur un port 8080 pour accéder. Donc ça, c'est le port pour accéder à notre conteneur. Et ça, c'est le port à l'intérieur du conteneur sur un serveur. Ça, c'est un serveur web habituel, c'est sur le port 80. Ensuite, on va pouvoir déclarer des volumes. Alors les volumes, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est pour stocker les données. Si vous ne mettez pas de volume, vous allez perdre toutes les données que vous avez mis là dans votre image. En fait, l'idée d'un Docker, c'est vraiment de séparer les données qui vont être modifiées ou qu'il faut sauvegarder aux données où on n'a pas besoin, où on s'en fout un petit peu quoi. Donc les données système. Donc ici par exemple, on va vouloir, pour un site internet, on va vouloir stocker le dossier HTML. C'est là où on va mettre tout notre code source de notre site internet. Ensuite, on va avoir une variable d'environnement. Donc l'environnement, ça va être vraiment des variables d'environnement à l'intérieur. C'est-à-dire on va déclarer ici des choses qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur de notre conteneur. Ici par exemple, ça va être le nom de domaine, le nom d'hôte pour être plus précis, et le nom d'hôte ça va être exemple.com. Donc ça c'est juste pour passer des variables fixes à l'intérieur. Donc on va l'utiliser, là on le voit d'ailleurs en bas, on va l'utiliser pour mettre l'utilisateur et la base de données qu'on va devoir retrouver à l'intérieur de notre base de données. Parfois certaines images vont avoir besoin d'environnement, de variables d'environnement pour configurer l'intérieur parce que ça fonctionne comme ça, tout simplement. Et ensuite on a ici un paramètre qui est assez important, ça va être le paramètre de redémarrage si jamais ça plante. Alors là on peut avoir plusieurs variables, je vous laisse lire la documentation pour voir toutes les variables possibles, mais la plupart du temps vous allez mettre always, ça va être un redémarrage automatique à chaque fois que ça plante. On n'est pas obligé de mettre ça, on peut mettre autre chose si jamais on veut que quand un conteneur plante, qui ne redémarre, du coup on arrive à le voir, à détecter comme quoi il ne fonctionne plus. Donc ça c'est si jamais on met un monitoring sur les conteneurs Docker par exemple, mais on n'en est pas encore là. Ensuite, donc là ça c'est notre partie service, on la ferme, ok. Et ensuite on a ici la déclaration des volumes, du moins la définition des volumes plutôt pour être plus exact. Et ça on est obligé de le faire si jamais on fait des volumes, on est obligé de le mettre ici. Ok, donc là on a vu un exemple tout bête dont vous ne vous servirez sûrement pas, sauf si vraiment vous êtes là, mais en général si vous regardez cette vidéo sur ma chaîne et que vous êtes abonné à ma chaîne, c'est que vous adorez la domotique. Donc là on va partir sur le chapitre purement domotique. Donc si vous n'êtes pas là pour la domotique, vous pouvez la zapper pour aller au chapitre suivant. Mais là on va voir vraiment toute la domotique tout simplement. Donc là ici on a un autre exemple. On recommence de nouveau avec nos services. Alors je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez l'intégralité si j'arrive. Alors on peut spécifier une version aussi, alors ça c'est plus d'actualité aujourd'hui, il demande plus de version, donc ça on peut l'enlever, ça j'ai dans l'exemple mais ça sert à rien. Donc ici on retrouve nos différents services, d'accord. Donc je vais fermer les différents services comme ça on voit bien. Donc ça c'est tous mes services, voilà. Donc là j'ai Home Assistant, AdGuard Home, FreeGate, Mosquito, donc le serveur MQTT, Zigbee to MQTT, ZWave.js et 0 Tier 1, ok. Dans chaque service on va déclarer du coup une image. Là j'ai décidé de mettre un nom de conteneur, donc qui va être Home Assistant. Au niveau des variables d'environnement, eh bien c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Là pour Home Assistant, il faut donner une variable d'environnement pour savoir où on se trouve en fait. Donc là c'est la time zone qui est Europe Paris.
Mais ça, ils le mettent dans la documentation Home Assistant, donc n'ayez pas crainte. Ensuite, on a ici les ports, donc on va accéder sur le port 8123. Si jamais on veut accéder sur le port 80, c'est-à-dire quand on tape notre IP de notre machine où on a Docker et qu'on veut accéder à Home Assistant sur le port 80, eh bien on peut mettre 80 ici et on accédera, on n'aura pas besoin de mettre 8123. Ça fonctionne quand vous n'avez pas de serveur Apache qui tourne. Parce que la plupart du temps, quand vous installez Ubuntu, vous installez un serveur Apache et du coup il tourne sur le port 80 et du coup il faut d'abord couper le service Apache avant de pouvoir faire ça. Mais sinon on peut laisser 8123, c'est un peu plus sécurisé quand même aussi. Voilà, c'est toujours pas mal, on peut même changer, mettre autre chose encore. Ensuite ici on va avoir les volumes. Et bien les volumes là, ça va être très important pour Home Assistant. Ça va être la configuration par exemple. Ici on va déclarer le dossier config, on va le mettre dans mon dossier personnel sur ma machine Ubuntu. Parce que si on fait pas ça, eh bien à chaque fois que vous allez recréer votre conteneur, que vous allez mettre à jour ou quoi, eh bien ça va écraser votre dossier de config et vous aurez plus de configuration. Donc vous recommencez à zéro. Ensuite ici aussi, alors je sais pas pourquoi, mais ils le mettent dans la documentation, il faut lier aussi local time. Donc je pense que c'est nécessaire pour Home Assistant. Et ici également Dbus, je crois que ça c'est tout ce qui est USB, je sais pas trop. Mais en tout cas là c'est ce qui est mis dans la documentation de Home Assistant. Pareil pour la variable privileged, ça il faut aussi mettre à true. Et donc ça c'est juste pour Home Assistant. Et après restart always parce qu'on veut toujours que ça redémarre même si ça plante. Donc ça en gros ça va être mon bloc principal de mon Docker Compose. Et ensuite tout le reste ça va être l'équivalent en fait des modules complémentaires qu'on a. Quand on a la version Docker on peut pas installer de modules complémentaires, on peut pas installer HACS, enfin on peut mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et du coup il faut nous-mêmes créer notre Docker Compose et c'est dans notre Docker Compose qu'on va rajouter nos modules complémentaires. Et donc on les aura pas intégrés directement dans l'interface Home Assistant, mais on aura une interface à chaque fois différente, mais en tout cas c'est lié à Home Assistant, ça va être sur le même réseau que Home Assistant. Et en fait Home Assistant fonctionne sur le système Docker pour le faire sur les versions OS. Donc Home Assistant, on est ok. Ensuite on va aller sur Hardware Home. Donc là on recommence nouveau pareil. On doit déclarer l'image, ça c'est toujours obligatoire, il faut mettre l'image. Le container name c'est optionnel, mais moi je vous conseille de le faire, c'est plus simple, plus beau, voilà. Ensuite là on a Restart, là on a Unless Stopped. Donc tant qu'on l'arrête pas, il va redémarrer. Donc ça c'est encore différent. Par contre s'il crash, normalement il redémarre pas. Ça dépend du crash en fait, c'est ça qui est bizarre. Alors ouais, c'est hyper compliqué à comprendre, même moi j'ai pas compris la notion de restart. Moi je mets toujours sur always en général. Après il faut savoir que à chaque fois ça va redémarrer et puis on voit pas forcément que c'est planté. Ensuite là on va déclarer tous les ports, et bien c'est tous les ports que AdGuard Home a besoin. Ça pareil c'est dans la documentation de AdGuard Home, en général ils expliquent quand même tout ça. Mais là par exemple on a le serveur DNS, on a le port 80 et 443 pour aller sur l'interface web, on a le port 3000, enfin il y a tous les ports qu'il a besoin pour fonctionner. Ensuite on a également les deux volumes, donc tout comme Home Assistant avec les configurations et quelques détails. Donc ça c'est pour AdGuard Home. Ensuite on a FreeGate, pareil image avec l'image qui vient de chez GitHub directement, à savoir que vous pouvez aussi récupérer des images sur GitHub directement. Et donc là on va récupérer FreeGate sur GitHub, on va déclarer les ports nécessaires à FreeGate, le dossier config, le dossier média. Là d'ailleurs on peut même aller encore plus loin et mettre directement le stockage distant, c'est-à-dire on pourrait faire un rsync ou quoi, mais en tout cas on pourrait faire le dossier distant directement d'un NAS pour pouvoir enregistrer directement les médias sur le NAS. Donc ça serait possible aussi. Ici on a un petit type avec un target et la taille. Donc ça c'est pour le cache nécessaire à FreeGate. Parce que FreeGate forcément ça a besoin d'un cache, un gros cache. Ensuite au niveau des variables d'environnement, eh bien on va avoir le RTSP password, très important parce que sinon vous ne pourriez pas récupérer les flux vidéo de FreeGate sur votre Home Assistant. Donc ça c'est très important, il va falloir mettre ici un mot de passe et ici toutes les informations par rapport au broker MQTT qu'on a juste en dessous là. Ça c'est les informations qu'on met habituellement quand on fait l'installation de FreeGate. Là vu que c'est une image, on les met directement là et quand ça va démarrer l'image, ça va prendre les variables là pour s'identifier sur le broker MQTT par exemple. Ensuite au niveau de Mosquito, donc là pareil que les autres, je vais pas aller en détail, on a un fichier assez simple. Zigbee to MQTT, là il y a quelque chose d'un peu différent, c'est qu'on va pouvoir lier des devices. Donc effectivement Zigbee to MQTT pour fonctionner, il va avoir besoin de la clé Zigbee. Et donc c'est là qu'on va lier la clé Zigbee, donc ça va falloir remplacer par le chemin de la clé Zigbee, tout comme on fait avec Home Assistant, etc. Donc ça c'est très important.
Ensuite, on va avoir Z-Wave, là c'est pareil, il va falloir aussi... donc là, il y a un session secret qu'il va falloir mettre une clé... bon, ça pareil, tout est expliqué dans les documentations de chaque chose. Et si c'est pas documenté, n'hésitez pas à demander à une intelligence artificielle type ChatGPT. Il va vous expliquer tout ça. Il peut même vous créer le conteneur, même s'il le fait pas toujours bien. Il fait pas toujours bien les Docker Compose, mais en tout cas, il peut les créer, ou du moins vous aider à le créer. Et si ça fonctionne pas, que vous avez des erreurs, pareil, il arrivera à vous débugger ça assez facilement quand même. Donc là, on a à peu près tout pareil. On a à nouveau le device pour la clé Z-Wave et après tout le reste, ça va pareil. Il y a juste le stop signal qui est différent. Ça, c'est vraiment propre à Z-Wave.js. Et pareil pour le TTY qu'on passe à true. Et ensuite, le 0 tier 1. Ici, on a également un device à déclarer. Alors là, c'est un device virtuel. Donc on est obligé de créer cette interface réseau là. Et le network mode, ça doit être host pour que ça utilise le réseau de l'hôte. Le cap add, alors ça c'est des permissions qu'on accorde à notre conteneur. Ça, si vous connaissez pas, faut pas toucher. Mais en tout cas, si dans la documentation ça vous dit de faire ça, faites-le. Mais ne vous amusez pas trop avec ça, parce que c'est pas top niveau sécurité si vous commencez à toucher à ça pour chaque conteneur. Donc là pareil, on a un restart, une less stopped et on a déjà fait le tour. Donc bien sûr, pour les différents conteneurs, on va avoir besoin de faire des configurations tout simplement. Par exemple, le Zigbee to MQTT, il va falloir faire un fichier de configuration Zigbee to MQTT et ça on va le trouver justement dans le dossier là. C'est là qu'on va mettre en tout cas le fichier de configuration. Vraiment, les ports, bah ça c'est de la logique. Quand vous installez un Home Assistant, eh bien, il faut déclarer un port pour pouvoir y accéder. Zigbee to MQTT, pareil, il faut déclarer un port pour pouvoir y accéder. MQTT, pareil, il a besoin d'un port. Donc à chaque fois que on doit communiquer ou qu'il doit communiquer avec quelque chose, il faut absolument qu'on sorte le port. Après, ça peut communiquer vers l'extérieur, ça y a pas de souci. Mais quand on veut rentrer dans le conteneur ou quand quelque chose doit communiquer avec le conteneur, il faut déclarer ces ports, sinon ça fonctionnera pas. Pour les volumes, c'est pareil, c'est de la logique, c'est-à-dire que si vous avez un fichier de configuration, eh bien il faut le mettre là-dedans, ce sera beaucoup plus simple pour le modifier, pour l'éditer et surtout pour ne pas le perdre. C'est surtout ça le plus important, c'est pour ne pas perdre les données. Bon, je vous ai assez rabâché avec les Docker Compose. En tout cas, c'est très important de comprendre comment fonctionne un Docker Compose, comment le rédiger, etc. Même si la plupart du temps, il est fourni par l'application. Il suffit d'aller sur le GitHub et on a tout simplement le Docker Compose. Des fois, on peut aussi aller chercher sur Internet, certains le partagent et expliquent, mais en tout cas, il faut le comprendre parce qu'il faut toujours un peu le modifier le Docker Compose pour que ça s'adapte vraiment à ce que vous voulez et à votre installation. À savoir qu'on peut aussi lancer, si on veut, tous ces Docker Compose séparément, toutes ces applications séparément. On peut créer un Docker Compose pour chaque, on peut le lancer en Docker normal, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, comme ça, c'est beaucoup mieux organisé et c'est ce qu'on appelle une stack. Et en fait, ça veut dire que tout doit fonctionner ensemble. C'est-à-dire que s'il y a une chose qui fonctionne pas là-dedans, c'est qu'il y a un problème avec la stack. Et donc, ça permet en fait de surveiller vraiment toutes les applications d'un coup et se dire, bah tiens, si là j'ai un truc qui fonctionne pas, bah j'ai peut-être ma domotique qui va avoir un problème. Si là j'ai un truc qui fonctionne pas, ah bah j'ai peut-être un problème avec mon site web. Et ça permet vraiment de compartimenter le tout et de s'organiser beaucoup mieux avec les Docker. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va voir un petit peu quelques commandes essentielles qu'il faut connaître avec Docker Compose. Ça, il n'y a pas le choix, il faut passer par là. C'est toujours utile de les savoir, mais après je vais vous montrer une façon beaucoup plus simple de gérer vos conteneurs et gérer vos stacks. On va pas le faire en ligne de commande, on va le faire avec Portainer et on va voir ça juste après. Mais avant ça, on va voir les commandes, c'est quand même un petit peu important à voir. Il y en a pas beaucoup, ça va aller assez vite. Alors pour commencer, on a la commande qu'on a vue tout à l'heure. Donc on va faire un sudo docker compose up. Donc ça va être pour démarrer notre stack. Donc là on lance la stack, etc. Ok. Donc là pour arrêter, quand vous êtes en Docker Compose Up, vous faites un CTRL-C et ça arrête tous les conteneurs. Si vraiment il y en a qui ne veulent pas s'arrêter, vous faites 3 fois CTRL-C et ça va vraiment forcer la coupure des conteneurs. Ensuite on va avoir le sudo Docker Compose Up-D. Donc pour lancer en tant que démon, donc comme Docker, c'est exactement la même chose. C'est pour le lancer en arrière-plan et là on lance ça, tac, ça se lance. Tout simplement. Une fois qu'on a ça et qu'on veut couper nos Docker, on va pouvoir faire un sudo docker compose stop. Alors ça, faites bien attention, hein. Sudo docker compose stop, c'est pour arrêter les conteneurs. Donc là on les stop. Il y a une autre commande à ne pas confondre avec parce que ça fait pas du tout la même chose et ça peut être très compliqué si jamais on se trompe. J'en ai fait les frais. Ça va être le sudo docker compose down. Là, parce que justement on fait up and down, on se dit on fait up, on va faire down pour couper, alors que non, les down,
ça va les enlever. Donc ça va vraiment les supprimer, les conteneurs. Donc si vous avez fait des modifications à l'intérieur ou que vous n'avez pas monté les volumes comme il fallait, ça va tout supprimer. Donc là, bien faire attention à ça. Et quand on va faire un up, ça va redémarrer de nouveau de 0. Donc d'où l'importance d'avoir des volumes, je me répète, mais c'est très important. Ensuite on va avoir un sudo docker compose down-v. Ça, faut encore moins le faire parce que là ça supprime les volumes carrément. Donc ça, si on veut supprimer toutes les données, on fait ça, et là on supprime toutes les données. Donc après avoir fait un sudo docker compose stop, on peut refaire un sudo docker compose start pour redémarrer. Donc là il faut juste que je refasse un up. Donc là on fait un stop, et là juste pour redémarrer on refait un start et ça permet de redémarrer. On a également la commande sudo docker compose restart pour redémarrer. Quand ils sont déjà démarrés, ils redémarrent tout simplement. Et on a le sudo docker compose ps, donc comme avec la commande docker, ça affiche les différents conteneurs qui sont en cours d'exécution. Et le ps a pour vraiment tous les afficher même s'ils sont arrêtés. Bon, tout ça c'est bien beau, mais c'est une interface en ligne de commande, c'est assez chiant à manipuler et je comprends que vous préférez utiliser une interface graphique. Donc pour ça on va utiliser Portainer. Donc on avait installé Portainer lors de la dernière vidéo, donc je vais pas vous montrer l'installation. Si vous voulez voir, regardez mon ancienne vidéo où tout est expliqué dedans. Donc on va passer sur le Portainer, donc l'interface graphique. Et donc là, quand on arrive sur le dashboard, on va aller sur les stacks. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit Home Assistant. Donc ça, c'est la stack que j'ai créée juste avant là avec vous. C'est mon Docker Compose où on retrouve tous les différents conteneurs qu'on avait créés tout à l'heure. Donc là, ça vous dit une information. Je vous le traduis, cette stack a été créée en dehors de Portainer et donc les contrôles seront limités. Effectivement, quand on le crée en dehors de Portainer, on va pas avoir tous les contrôles que l'on veut. On peut faire des redémarrages, etc. mais on ne va pas pouvoir la supprimer, on va pas pouvoir vraiment faire tout ce qu'on veut. On est limité. Pour ça, on va supprimer la stack là en ligne de commande où on va faire un sudo docker compose down up. On va laisser tout couper. Et une fois que ça c'est fait, on n'a plus notre stack ici. On va pouvoir en recréer une. Donc on va faire add a stack. Ici on va le nommer pareil, Home Assistant. Et on va faire juste un petit cat docker compose pour récupérer le docker compose qu'on a créé tout à l'heure. Voilà. Bon, je récupère avec la version parce que je l'avais comme ça. On va coller ça ici. Donc ça c'est notre docker compose tout simplement. Et on va faire deploy the stack. Donc là, ça va déployer le stack. D'ailleurs, il l'a fait assez rapidement parce que j'ai déjà téléchargé les images, mais normalement, c'est beaucoup plus long. Ça peut durer quand même quelques minutes, voire des fois 10 minutes sur des grosses images. Par exemple, j'avais fait un conteneur Kali Linux où ça a duré quasiment 15 minutes pour démarrer mon conteneur. Donc vous inquiétez pas si ça prend du temps, c'est normal. Et si vous avez des erreurs, ils s'afficheront en haut à droite de l'écran. Mettez ça sur ChatGPT, il vous donnera la solution. Des fois c'est pas grand chose, c'est vraiment des petits détails auxquels il faut penser. Voilà. Et donc là on retrouve notre stack et là cette fois-ci on va pouvoir ici arrêter la stack, la supprimer, faire un template. On va pouvoir faire pas mal de choses, on va pouvoir la dupliquer, on peut faire tout ce qu'on veut avec Portainer. C'est quand même beaucoup plus simple de faire ça à partir d'une interface graphique. Alors pour aller un petit peu plus loin avec Portainer, on va explorer légèrement, rapidement Portainer. Donc on va avoir un dashboard où on va avoir toutes les informations. Donc on a 2 stacks avec 12 conteneurs, 16 images qui sont téléchargées. Donc ici on va pouvoir supprimer des images. On voit qu'ici c'est pas utilisé et là c'est pas utilisé parce que j'en ai d'autres là. Vous voyez là j'ai Home Assistant d'un autre, voilà. Donc ça c'est pas utilisé. On peut les cocher, les supprimer. Ça libère de la place sur notre machine. Donc là bon j'ai une erreur. Comme quoi il faut forcer, ok, donc on va la cocher et on va faire force remove pour vraiment la supprimer. Donc ça c'est vraiment si vous voulez, bon après en général faut pas trop faire ça, j'aime pas trop faire ça moi perso. Après il fait quand même 1 Go 8 donc on va la forcer. De toute façon là c'est mon crash test là, donc y a pas de problème. Donc là on va avoir toutes les images, on va pouvoir, donc on a les tags ici qui correspondent à ce qu'on met dans les Docker Compose. Et sur la droite on a la taille de l'image. À savoir qu'on peut aussi créer nos propres images. Donc pour ça on fait build new image. Là, on va devoir mettre le tag. On va mettre notre Dockerfile. Alors, le Dockerfile, c'est encore un peu plus compliqué. Je vais faire une autre vidéo dédiée à ça si vraiment ça vous intéresse. Mais là, on va vraiment beaucoup trop loin dans le Docker Compose. Mais en tout cas, on va pouvoir créer si on veut. Alors, si vous voulez, je vous explique. On va pouvoir déployer notre conteneur. Donc, on fait notre Docker Compose. On déploie tous nos conteneurs, etc. Et par contre, on veut faire une modification à l'intérieur d'un conteneur. Je sais pas, je prends l'exemple qui me vient là à l'esprit. On fait un serveur web et on va rajouter un truc à l'intérieur de ce serveur web parce qu'on en a besoin pour son fonctionnement. Et bien après, on va pouvoir créer une nouvelle image
avec ça. Et donc dans le Dockerfile, on va mettre les différentes commandes qu'on a faites pour améliorer l'image de base et on va créer une nouvelle image avec tout ça déjà installé. Donc ça permet de ne pas toujours refaire les mêmes commandes quand on recrée une image. C'est en quelque sorte une sauvegarde de l'image, sauf que là on va pouvoir mettre à jour et ça va relancer les mêmes commandes. On va pouvoir toujours recréer notre image avec les mêmes paramètres. Je vous dis, c'est assez compliqué, je vais pas rentrer vraiment dans le détail là dans cette vidéo, c'est vraiment pas l'objet de la vidéo. Je veux pas vous perdre, mais voilà, sachez en tout cas que c'est possible. Ensuite on va voir ici nos volumes, donc les volumes qu'on a déclarés. Ici on a le portainer data qui est toujours d'office avec portainer. Et là on a un volume qu'on a créé, que j'avais créé avec Uptime Robot. Donc ça c'est vraiment quand on fait des volumes à part et qu'on les déclare pas et qu'on déclare pas vraiment le chemin. Enfin pareil, c'est encore une fois plus compliqué que ça. Le mieux c'est de faire comme je vous ai montré, de mettre un volume qui est donc dans votre dossier home ou un dossier que vous décidez sur votre machine. C'est beaucoup plus simple pour le retrouver. Ensuite ici on va voir les différents networks. Donc là pareil j'en ai plusieurs. Donc là j'ai Uptime Robot. Et en fait quand on va créer aussi, j'ai oublié de vous préciser, mais quand on va créer un Docker Compose, on crée un network aussi en même temps. C'est-à-dire qu'on aura un réseau qui est créé spécialement pour notre Docker Compose, donc pour toutes les machines. Ici, Home Assistant, on va avoir nos différents conteneurs avec les différentes adresses IP. Et là on voit que les adresses IP sont tous sur le même masque de sous-réseau. Ok, donc on est sur 18.0.7, 18.0.4, 18.0.6, etc. Et quand on regarde un autre Docker Compose que j'ai créé, ils sont sur le 19.0, 19.0. Donc ça permet de séparer les différents réseaux, les différentes choses. Et effectivement, si on expose des choses vraiment sur Internet, comme un serveur web, un site Internet, on va pas vouloir mettre ça sur le même réseau que notre domotique ou nos différents conteneurs qui n'ont rien à faire sur le réseau extérieur. Donc là on a fait à peu près le tour, donc là les stacks c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure et la liste de tous les conteneurs qu'on a ici. Ok, donc là on voit la liste des conteneurs et on voit à quel stack ça appartient, donc ici Home Assistant, ici Uptime Robot. Au niveau event, on va voir les différents événements qu'on va pouvoir avoir. La plupart du temps quand quelque chose va crasher ça va se passer ici. Quand on crée un conteneur on le voit aussi. Là on voit qu'il y a une instance qui a crash, voilà. Donc ça, il faut savoir que c'est un journal en fait, tout simplement, c'est un journal de nos conteneurs. Et après dans Host, c'est les détails sur votre machine Ubuntu sur laquelle est installé Docker. Donc là on voit qu'il y a 16 CPU, qu'il y a ça en mémoire, etc. Justement, vu qu'on parle de mémoire, etc., sur votre Docker, sur votre Ubuntu, on va pouvoir taper htop pour voir un peu l'utilisation de tout ça. Donc là, on voit qu'il y a 1,56 Go qui sont utilisés sur mes 15,4, que le swap est utilisé à 0% d'ailleurs. Et ici, on a les différents processeurs, donc les 16 processeurs. Donc là, il y a 15 parce que ça commence par un 0. Ensuite, on va avoir ici la charge. Donc ça, c'est important à regarder, c'est la charge du serveur. Là, on est à 0,06 qui est vraiment ridicule, mais quand on s'approche des 5 c'est là que ça devient un petit peu compliqué. En général on essaie toujours d'être en dessous d'un. Et après ici on a le détail, donc là par exemple on peut filtrer avec Grafana. Ici on a Grafana Server, donc il faut regarder vraiment toute la ligne qui est tout en haut, et là on a 0,5%, 1% de CPU et 1,2% de mémoire qui est utilisé. Ok, donc voilà, vous avez maintenant les bases pour Docker Compose et Portainer. On va aller un peu plus loin, je vais sûrement faire une autre vidéo, d'ailleurs dites-moi de nouveau dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Je vais faire une autre vidéo sur les sauvegardes, les restaurations, les sauvegardes sur NAS directement, histoire de sécuriser un petit peu tout ce qui est conteneur et donc sauvegarder notre Docker Compose, sauvegarder nos volumes et également comment faire des mises à jour de nos différentes images. Donc si ça vous intéresse, mettez-moi un petit commentaire pour me dire que ça vous intéresse et je vous ferai volontiers une vidéo là-dessus. Et si vous avez d'autres vidéos sur Docker, sur des vidéos que vous souhaitez avoir sur Docker, n'hésitez pas aussi à me le mettre dans les commentaires. N'oublie pas le pouce bleu, le bouton s'abonner pour ne louper aucune autre vidéo et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.